Ministre, Madame Mortier y faisait déjà allusion. Vous avez été à Gand, la plus belle ville, parce que j'y habite aussi. Mais vous avez ouvert un centre, vous avez, j'ai lu dans la presse, poussé un soupir de soulagement. Est-ce qu'on peut être soulagé? Je vous invite à prendre la parole. Bonjour à tous et merci de cette invitation qui me permet de revoir certains collègues avec lesquels j'ai beaucoup débattu et beaucoup d'experts avec lesquels nous avons discuté de cette problématique extrêmement sensible de l'internement. Alors effectivement, vous m'invitez à intervenir comme ministre de la Santé, mais il est vrai, la présidente l'a d'emblée annoncé, que la problématique de l'internement dépasse très largement cette seule compétence et nécessite une approche conjointe des différentes autorités compétentes et des différents acteurs de terrain. Ça doit être une priorité transversale. Je crois qu'on ne peut pas éluder à cet égard nos responsabilités. Et il faudra dès lors que dans les prochains gouvernements, et j'entends par là les ministres fédéraux de la santé publique et de la justice, mais aussi de l'emploi, ou les ministres régionaux et communautaires du logement, de l'aide aux personnes, du handicap, ensemble dégagent des moyens pour cette population particulièrement vulnérable. Alors on m'a donné 15 minutes, c'est court, il faut faire des choix. Je reviendrai peut-être d'abord sur quelques constats. J'ai fait distribuer une fiche pour se remettre en mémoire quelques éléments intéressants pour objectiver au niveau des chiffres la situation. Vous pouvez constater par cette fiche qu'il y a actuellement 3 876 personnes internées actuellement en Belgique, dont 1143 résident en prison. Mais notre préoccupation en santé publique concerne l'ensemble de ces près de 4000 personnes internées et pas seulement les 1100 qui sont en prison. Je dirais que ce sont tous les internés qui nécessitent des soins appropriés, en particulier aussi ceux qui sont à domicile. Je dirais que nous devons globalement leur offrir une qualité de vie adéquate et prévenir le cercle vicieux de la récidive. Alors, au niveau de l'internement, il y a en quelque sorte deux volets qui sont en tension. D'abord, un volet justice, procédure, droit de la défense. Il y a quelques magistrats très spécialisés qui en parleront probablement et des avocats. C'est l'objet notamment de la loi, en tout cas internement, et de la loi réparatrice qui vient d'être votée au Parlement et qui nécessite des budgets complémentaires. Et puis il y a un volet soins de santé, à savoir la prise en charge thérapeutique de ces personnes, où l'offre doit être renforcée et où, là aussi, il n'y a rien à faire, il faut des budgets complémentaires. Ces deux volets sont distincts, même s'ils doivent être, normalement, dans un monde idéal, en parfaite cohérence. Mais je disais, il y a deux volets, mais il y a des tensions entre ces deux volets liés à l'internement. Ainsi, au niveau des procédures judiciaires, bien entendu, la justice doit garantir une égalité de traitement entre tous les justiciables. Il était donc indispensable de professionnaliser les prises de décision en matière d'internement. La loi de 1964 n'offre pas suffisamment de garanties à cet égard et force est de constater que chaque commission de défense sociale a développé sa propre pratique, ce qui conduit à des traitements, je dirais, extrêmement différenciés en matière d'internement. En termes de soins de santé, par contre, la prise en charge doit être sur mesure, réfléchie au cas par cas avec l'interné. Par ailleurs, si la justice peut enjoindre aux établissements qui en dépendent directement d'héberger une personne, il n'en va pas de même pour la santé publique.
Nous ne sommes pas dans la même relation avec les institutions de soins. Il y a donc là comme un paradoxe entre une décision de justice qui doit être exécutée et une prise en charge thérapeutique que nous ne pouvons pas imposer aux institutions. Deuxième volet de l'internement concerne les soins. Un traitement adapté et un accompagnement sont nécessaires pour stabiliser, améliorer ou guérir la situation psychique afin que l'interné puisse réintégrer la société. Il est donc souhaitable de traiter la personne internée le plus possible dans un contexte régulier. Les personnes internées ont en général besoin d'un traitement qui est comparable au traitement de patients psychiatriques qui n'ont pas commis de délit. Mais là aussi, nous pouvons établir certains constats concernant, d'une part, le financement des soins de santé mentale et d'autre part, leur organisation. Pour le financement des soins, nous constatons une grande hétérogénéité dans le financement des institutions prodiguant des soins aux internés. Nous avons un financement de la justice, par exemple, pour l'établissement de défense sociale de Pèves, un financement de l'INAMI pour celui de Tournai, un financement mixte pour les nouveaux centres de psychiatrie légale, un financement par les organismes assureurs pour les lieux de soins réguliers. Cela pose dès lors la question de l'harmonisation des statuts entre ces différents lieux de prise en charge thérapeutique de ces différents lieux de soins. Nous constatons aussi la perte de l'assurabilité de certains droits sociaux de l'interné. Le système, me semble-t-il, à cet égard, doit être revu. À l'heure actuelle, la suppression de certains droits sociaux constitue une nouvelle sanction pour l'interné qui tente de se réinsérer. Maintenant, au niveau de l'offre et de l'organisation des soins, nous constatons que malgré les différents plans pluriannuels de la santé publique mis en œuvre depuis 2001, il reste un manque structurel de places d'accueil pour les internés, et donc il faut nécessairement mettre en œuvre une autre approche et une offre diversifiée à l'image de l'hétérogénéité de la population internée. Wat is er gedaan tijdens deze legislatuur? Voor deze tweede fase van het meerjarenplan beschikten we over een jaarlijks budget van 5 miljoen euro. Het leek mij het dringendst om een zorgcircuit voor de geïnterneerden te vestigen en bestendigen. Dit in te passen in de globale hervorming van de geestelijke gezondheidszorg in België. We hebben dit gerealiseerd in 4 fasen. Ten eerste om het netwerk van de geïnterneerden zorg te formaliseren, hebben wij per interneringsnet coördinatoren aangesteld per district van het beroepshof. Sedert januari 2013 werken deze laatsten parallel met de coördinator die door justitie werd aangeduid. Het is hun taak om het netwerken te versterken en te integreren in de herstructurering van de geestelijke gezondheidszorg. Vervolgens, om beter inzicht te krijgen in de behoeften van de geïnterneerden versus de beschikbare middelen, zijn we bezig met de ondersteuning van justitie een kadaster op te stellen van de geïnterneerden, ongeacht waar ze wonen, en een beschikbare zorgaanbod. Derde element, de inplanting in juli 2013 van mobiele teams voor geïnterneerden, 1 per hof van beroep, die ter plekke gaan in de gevangenissen en het mogelijk maken om de juiste behandelingen sneller te doen starten.
Ten slotte werd een oproep tot het indienen van projecten gelanceerd voor een bedrag van 3 miljoen euro, die zo pas afgesloten werd. Dit ter stimulatie van meer therapeutische behandelingen van geïnterneerden en ter aanvulling van de huidige mogelijkheden die thans binnen het bevoegdheidsdomein van elk beroepshof bestaan. Deze projecten hebben reeds aanvang genomen en laten 653 bijkomende behandelingen toe, waarvan 171 residentiële verzorgingen. Behandeld kunnen worden op de plaats waar men leeft is belangrijk, niet enkel met het oog op de reïntegratie van de persoon, maar ook voor de doorstroming van de geïnterneerden en een trapsgewijs verloop van de plaatsen die vrijkomen in de reguliere en gespecialiseerde instellingen, waardoor het mogelijk wordt dat de geïnterneerden shiftsgewijs de penitentiaire instellingen kunnen verlaten. En 5, in aanvulling op deze 4 fasen van het meerjarenplan kan men een 5e element toevoegen, namelijk de creatie van 2 legale psychiatrische centra te Gent, 272 bedden in 2014 en in Antwerpen 180 bedden in 2015. Welke zijn nu de hardnekkige onvolkomenheden? We zijn het er allemaal over eens dat de plaats voor de geïnterneerden niet in de gevangenis is. Evenwel, ook niet allen onder hen zitten op hun plaats in de bestaande psychiatrische instellingen. In Vlaanderen ontbrak het aan zwaar beveiligde psychiatrische centra. Ik heb dit zo net vermeld, de bouw van 2 dergelijke legale psychiatrische centra komt hieraan tegemoet. Dit vernoodzakelijk een gelijkschakeling van het aanbod in het Waalsgewest en in Brussel. Er is een gebrek aan structuren ter diagnose en oriëntatie van de geïnterneerden, meneer Van Parijs, Peter Gegent als POCO, oftewel Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum. 3. De personen die geïnterneerd zijn wegens een mentale beperking hebben noodzakelijkerwijs geen psychiatrische hulp nodig, maar wel educatieve en psychosociale begeleiding. Is het niet wenselijk dat we met de gewesten en gemeenschappen eens gaan samenzitten om te kijken hoe we deze mensen opvangen in instellingen die meer toegespitst zijn op hun handicap? Welk noodzakelijk aanbod moet er zijn voor de vrouwen? Het kadaster dat momenteel in kaart gebracht wordt, zal ons ongetwijfeld beter in staat stellen om een antwoord op deze vraag te formuleren. En tenslotte zijn er de personen die niet vatbaar zijn voor hulp, maar die wel een gevaar betekenen. Dienen we voor deze categorie personen geen instellingen voor langdurig verblijf te voorzien, zoals er bijvoorbeeld in Nederland al bestaan. Dus wat blijft er nog te realiseren? Het is de vraag. Op uitdagende wijze zou ik kunnen zeggen dat de enige permanente oplossing enkel bewerkstelligd kan worden door de problematiek stroomopwaarts te hanteren en zo
zouden de interneringsmaatregelen overbodig worden door de preventie van psychische stoornissen en de toepassing van de geschikte behandeling van de betrokken personen. Men dient zich de vraag te stellen op welke manier het zover is kunnen komen met deze mensen. Het gaat hier om een heterogene bevolking, maar vaak geconfronteerd met socio-economische problemen en met meestal een laag opleidingsniveau. Men kan de internering bijgevolg zien als de indicator van tot waar de grenzen van ons sociaal beleid reiken. Wij dienen bijgevolg te werken op de socio-economische factoren die determinerend zijn voor de gezondheid, het vangnet ter preventie van geestelijke en psychiatrische aandoeningen te versterken, zie ook de erkenning van de psychotherapie, en aangepaste behandelingen aanbieden voor noodlijdende mensen, hervorming van de geestelijke gezondheidszorg door projecten 107. Donc, je le disais, il reste beaucoup à faire et je donne là quelques exemples. Mais plus spécifiquement, à court terme, nous devons évidemment veiller à la mise en œuvre de la loi internement. Nous devons mener à bien les cartographies du profil de la population internée et de l'offre de soins et des partenaires en vue de préciser la manière la plus efficiente d'affecter les 5 millions suivants de la phase du plan interné 2014-2015. Organiser aussi la concertation et la collaboration entre départements, entre niveaux de pouvoir, en particulier, évidemment, entre la justice et la santé publique. Au cours de cette législature, des ponts ont été créés sur le terrain, grâce notamment aux coordinateurs santé et justice. Il faut aller plus loin par la création d'une plateforme de concertation qui se réunit de manière régulière. Il nous faut impliquer davantage le secteur des personnes aussi handicapées. Il faut aussi optimaliser les réseaux et circuits de soins pour les personnes internées, élargir l'offre et veiller à une évaluation systématique de la qualité de soins et de l'efficacité de nos politiques. Nous devons définir le statut du médecin psychiatre dans sa mission d'expertise, collecte d'informations, remise d'avis, remise de rapports, etc., au sein du TAP. À plus long terme, nous devons voir comment pallier aux lacunes dans l'offre de soins aux personnes internées, leur garantir un statut social, tant en ce qui concerne l'assurance soins de santé obligatoire que pour les autres branches de la sécurité sociale, indemnités et allocations, soutenir la recherche scientifique dans le domaine, organiser des formations de base et continuées en psychiatrie médico-légale pour pouvoir réagir adéquatement aux hauts risques d'agressivité de certains types de patients, donc il faut des budgets nécessaires, et harmoniser les statuts des institutions. Je vous ai expliqué la situation totalement chaotique entre ce qui existe au Marronnier, au FPC et à PEV. Plus globalement, je voudrais vous dire que nous pourrons véritablement révolutionner le système si, et je plaide pour ça, l'intégration de l'ensemble des soins de santé pénitentiaires aux détenus et aux internés, c'est-à-dire soins de santé physiques et soins de santé mentale, que donc ces soins soient intégrés dans les soins de santé généraux. Qu'on passe donc de la compétence de la justice vers la compétence soins de santé. Certains pays ont déjà réussi cette intégration avec succès. La Norvège, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, certains cantons suisses, 2 régions d'Espagne ou
dans certaines régions, on est en train de le vivre. Nous pouvons dès lors le faire en Belgique aussi. Alors, pour préparer ça, nous avons travaillé avec l'INAMI, avec un groupe de travail. C'est pas évident puisque les spécificités du système carcéral rendent difficile, je dirais, un copier-coller de l'organisation et du financement des soins de santé dans la vie, schématiquement, je dirais, libre. Une étude s'impose pour laquelle nous avons dégagé un budget de 1 million d'euros. Nous allons bientôt la proposer à la ministre de la Justice, car cette étude ne peut se faire qu'en pleine collaboration avec la justice, vu justement les spécificités. Voilà ce que je voulais vous dire, les étapes. Ça fait longtemps que je m'occupe de ce dossier-là, vous le savez, je l'ai fait quand j'étais ministre de la Justice. C'est d'ailleurs là qu'on avait eu les premiers accords entre justice et santé publique, qui à l'époque étaient de la compétence du ministre Demotte, pour que les soins de santé prennent en partie en charge ce qui se passe dans les prisons. On a travaillé sur la loi internement, etc. Bref, j'ai continué comme ministre de la Santé publique. Quel que soit l'avenir, je pense que nous avons... Dire que rien n'a été fait, ce n'est pas vrai. C'est ce que j'ai voulu aussi démontrer. Il y a eu des nouvelles étapes qui ont été franchies. Mais je crois que si on veut vraiment révolutionner le système, il faut l'intégrer dans ce cadre global qui permet de passer d'une gestion par le ministère de la Justice vers une gestion par le ministère de la Santé. J'en terminerai en disant que la période, elle est faste en promesses les plus diverses. C'est normal. On est dans une période électorale où tout le monde promet la lune. Moi, je voudrais dire que si vous êtes dans des débats, où que vous soyez, il y a une question qu'il faut poser. Est-ce que oui ou non, on veut investir davantage dans les dépenses de l'État fédéral, notamment dans les départements d'autorité et dans les soins de santé? Si la réponse est oui, on peut alors investir justement dans les départements de la justice qui en a bien besoin et pas simplement pour les soins aux internés. Et on peut travailler dès lors en investissant pour la prise en charge dans des institutions spécialisées par le biais des soins de santé au profit des internés. Si la réponse est non, je ne vois pas comment on pourra faire cette révolution que j'appelle de mes voeux. Vous avez chacun dans les prochaines semaines le choix, et ce choix-là, il va être fondamental pour l'avenir de ces personnes que vous défendez. Je vous remercie. Dank u wel, mevrouw de minister. Wij onthouden vooral dat u ook zeg maar, de Hoge Raad bijtreedt en zoveel andere sprekers. Haal de geïnterneerden uit de gevangenis, haal de zorg weg bij justitie en breng ze waar ze hoort, namelijk in de gezondheidszorg.